Mes chers collègues et amis, bienvenue dans la communauté philosophie universelle, la Tour Blanche. Sonia Sciuti est toujours avec nous, notre co-animatrice, professeure de grec ancien, enseignante collaboratrice. Bonsoir Sonia. Good evening. Good evening, everybody. I don't speak French. Kalispera. Non hay problema. Euh, Aujourd'hui, je vais parler français la plupart du temps, grâce à notre invité d'honneur, Dr Thomas Villa. Bonsoir, Dr Villa. Bonjour, bonsoir. Milo Oligolenica i me psychotherapeutis Stinralia. Matheno Helenica. Just that. Je parle principalement français, c'est ma langue principale. Et je suis également chercheur dans un institut que j'ai fondé avec le docteur Julie Dachet, qui a pour principal objectif de faire des recherches sur l'autisme et la psychose. Euh, Très bien. Je vais lire quelques lignes à propos de votre CV, plusieurs informations. Dr Villa a eu l'immense plaisir de fonder l'Institut LCB, Laboratoire Cerveau Bleu, avec le Dr Julie Dachet, qu'il a dirigé de 2016 à 2022. Et dans ce cadre, ils ont mené d'importantes campagnes de sensibilisation en faveur de jeunes enfants autistes, afin, par exemple, de faciliter leur scolarisation ordinaire, ainsi que des actions de sensibilisation sur les maladies liées aux troubles psychotiques, comme la schizophrénie, pour améliorer l'intégration sociale de ces personnes dans la vie quotidienne. Parallèlement, il tient son propre cabinet et exerce en tant que psychothérapeute auprès de ses patients. Il est également l'auteur d'une série de documents scientifiques qu'il rédige par passion. Cette série est disponible gratuitement sur son site web en français et en grec. Aussi, il a rédigé le manuel intitulé Comprendre le fonctionnement des personnes autistes. C'est un manuel de vulgarisation qui cite la psychologie cognitive et la neuropsychologie concernant les troubles du spectre autistique, proposant diverses solutions de soutien à domicile pour les parents d'enfants autistes. Voilà. Elia. Aussi, il a obtenu son doctorat en psychologie en 2016. Maintenant, il travaille au cabinet libéral de Chaligny de 2016 à ce jour. C'est vrai? C'est vrai. C'est un petit village, tout simplement. C'est le village auquel je vis et je suis dans mon cabinet actuellement. C'est mon cabinet. Très bien. Euh, donc, vous avez interviewé plusieurs personnes sur l'autisme. Ouais, oui. Euh, Nous savons par exemple que l'autisme se situe sur un spectre, ce qui signifie qu'il se présente sous de nombreuses formes et degrés de besoin de soutien. Certaines personnes mènent une vie indépendante avec peu d'aide, tandis que d'autres nécessitent plus d'assistance au quotidien. En raison de cette diversité, l'autisme est souvent décrit en termes de profils individuels plutôt que d'images uniques et uniformes. À votre avis, comment peut-on définir l'autisme? C'est très difficile en fait, on peut pas définir généralement l'autisme parce que le terme spectre en fait permet de faire comprendre que c'est déjà quelque chose qui est plus ou moins axé et ancré dans l'esprit humain parce que déjà de un, on ne devient pas autiste, on est autiste. Ce qui veut dire que déjà de un, ça n'a rien à voir avec la psychologie, c'est véritablement bel et bien quelque chose qui est ancré dans le fonctionnement des êtres humains, des individus qui sont sous autisme. Et ce qui rend et ce qui complexifie la tâche, c'est que tous ces individus-là ont une personnalité. Et c'est ce qui fait que dans le passé, on croyait par exemple qu'il y avait plusieurs formes d'autisme, mais en réalité, il y a plusieurs personnalités sous l'autisme.
Et à cette heure-ci, c'est très, très, très encore difficile de trouver une très bonne définition à ce qu'est réellement l'autisme, si ce n'est que de dire qu'il s'agit en fait d'une déficience de ce qu'on appelle les neurones miroirs et que des personnes sous autisme ont une difficulté en fait à apprendre à évoluer socialement, que ce soit sous l'aspect de la communication ou sous l'aspect des interactions sociales, par exemple. Donc, c'est défini actuellement comme un trouble neurodéveloppemental, pour faire simple. Et à cette heure-ci, c'est catégorisé par 3 niveaux. Le niveau 1 qui définit tout simplement avec un petit peu besoin d'aide. Le niveau 2 qui définit tout simplement avec besoin de plus d'aide. Et le niveau 3 qui définit avec besoin d'une aide constante. J'essaye de faire une définition complète. Je ne sais pas exactement de ce qu'il en est en Grèce. Je sais qu'en France, on peut bénéficier pas d'une aide financière, par exemple, par l'État, mais on peut bénéficier dans les écoles d'un soutien scolaire avec ce niveau-là. Ce qui veut dire que si, par exemple, l'enfant autiste avec le niveau 1 a besoin d'un ordinateur à l'école, il peut bénéficier par le biais de l'État d'un ordinateur. Il n'est pas dans l'obligation de payer lui-même un ordinateur. L'école peut lui fournir un ordinateur. Si la personne est sous le niveau 2, par exemple, elle peut bénéficier d'un ordinateur à l'école, mais avoir besoin d'un soutien humain supplémentaire, ce qu'on appelle une personne ressource en France. Et cette personne ressource, ça va être par exemple tout simplement une professeure qui va être à côté de l'élève et qui va faire les cours avec lui directement, tandis que tout le monde va suivre le cours sur le tableau et lui, il va avoir un professeur supplémentaire qui va l'aider en plus. Et si on est au niveau 3, c'est possible que l'enfant en question ait bénéfice en fait de faire les cours à la maison. Donc il y a quelqu'un qui se déplace à la maison et qui va faire les cours directement avec lui parce qu'il est dans l'incapacité, par exemple, de pas pouvoir sortir parce que c'est trop difficile pour lui, parce qu'il y a trop de son, trop de lumière. On y reviendra un peu plus tard, ça fait partie des symptômes de l'autisme. Euh, bon, euh, maintenant, à propos des symptômes de l'autisme Mhm. et les modèles de communication des comportements, dans quelle catégorie classer les symptômes de l'autisme? Étant donné que l'autisme est un trouble du neurodéveloppement, à partir de quel âge apparaissent les premiers signes? Alors c'est une très bonne question. En fait, ça peut arriver dès la naissance. On peut déjà avoir des suspicions. Mais c'est très 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 dur de dire officiellement à un enfant de 1 an, il est autiste. Les premiers signes qu'on observe généralement chez les enfants, c'est l'observation au niveau des yeux. C'est-à-dire, vous allez avoir des enfants qui vont pas vous regarder dans les yeux, qui vont vraiment avoir un regard totalement ailleurs, qui vont se concentrer sur l'environnement, sur les sons, sur le bruit. Si par exemple, j'entends du bruit ici, mes yeux vont naturellement aller là-bas, mais l'enfant ne sera pas attiré socialement par vous, par moi, par qui que ce soit. Si par exemple, on observe également des symptômes très jeunes, très 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 jeunes qu'on peut observer vers 1 ou 2 ans, ce qu'on appelle la déficience au niveau des neurones miroirs, c'est-à-dire quand moi je commence à sourire, l'enfant lui ne répond pas et commence pas du tout à avoir de sourire, ou les premiers bâillements d'un enfant, les fameux premiers d'un enfant. Si jamais l'enfant lui ne cherche pas à développer la communication verbale par le biais de ses neurones et qu'il faut le forcer un peu et le pousser, c'est qu'il y a une défaillance et que potentiellement il s'agit d'autisme ou d'un autre trouble neurodéveloppemental. Mais c'est généralement vers 2 ans, 3 ans qu'on commence à avoir des suspicions et qu'on commence à pouvoir en tout cas émettre un diagnostic. Je me permets, je ne sais pas si la longueur de mes réponses vous conviennent. Est-ce que ça va? Bon, ça va bien. Ok. En ce qui concerne les modes de communication et interaction sociale maintenant, quels modes de communication spécifiques les personnes autistes peuvent-elles présenter? Ok. Au niveau des comportements stéréotypés, ça varie totalement d'une personne à une autre. C'est ce qui fait que ça fait partie d'un spectre
Ce qu'on peut retrouver ce qu'on peut retrouver généralement, ça reste des balancements. Des personnes qui vont commencer à se balancer d'avant en arrière ou qui vont commencer à se balancer de droite à gauche comme ça. On peut avoir aussi chez les plus jeunes des enfants qui vont chercher en fait à avoir un mouvement répétitif. Les mouvements répétitifs, ça va être par exemple de jouer avec les mains comme ça ou d'avoir les bras comme ça et de bouger les mains très 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 rapidement. On peut avoir aussi d'autres comportements répétitifs. Si par exemple on a un petit enfant qui commence à tirer ses cheveux et à les enlever un par un, il va chercher à les enlever un par un tous. On peut aussi avoir, et c'est probablement le plus commun, un mouvement répétitif qui est lié sur l'alignement des objets. Parce que la plupart des autistes, en fait, par le biais de ces comportements stéréotypés, cherchent en fait à créer quelque chose qui les rassure. Et par le biais d'un comportement qui est toujours le même comportement, en fait, dans un sens, ça crée une forme d'ordre dans la tête et ça permet de rassurer. Si par exemple, moi, je suis anxieux et que je me balance d'avant en arrière, comme ça, je me concentre sur cette sensation. Et quand je me concentre sur cette sensation, ça permet de m'apaiser et de me calmer. La plupart des autistes, par exemple, vont aussi avoir comme type de jeu stéréotypé l'alignement d'objets. Si par exemple j'ai des tic-tac ici, je vais avoir envie de tous les aligner, un par un comme ça. Et je vais m'amuser en fait à faire quelque chose de très 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 droit et de très 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 propre. Parce qu'en fait, l'idée d'avoir un contrôle aligné sur les choses, ça me rassure psychologiquement, ça me permet de ne pas être dans un chaos d'informations. Pourquoi? Parce que la plupart des autistes ont en fait un énorme problème avec les informations qui sont traitées dans le cerveau. Si par exemple je discute avec vous, Dimitri, que j'écoute votre voix, mais que j'entends aussi un bruit sourd derrière, mon cerveau, quand on est autiste, il va avoir énormément de difficultés à distinguer le bruit de la voix de la personne. Ça va créer un brouillard d'informations dans le cerveau et le fait de gérer, de chercher à avoir un contrôle sur quelque chose de répétitif ou quelque chose d'aligné, c'est de chercher en fait à remettre de l'ordre dans son cerveau comme ça. C'est ce qui permet de se rassurer, de se calmer quand on fait un peu des crises et quand on voit des enfants qui commencent à être stressés par des informations quand ils sont par exemple dans la rue, il y a beaucoup de bruit et ça fait beaucoup stresser les enfants autistes par exemple. Oui. Bon, très bien. Euh, Maintenant, sur les modèles de comportement et centres d'intérêt, une grande part de l'autisme implique également des différences de comportement. Euh, que comprennent ces différences? Alors, que comprennent ces différences, ça varie complètement d'une personne à l'autre. C'est encore la complication de l'autisme. Ce qu'il faut surtout observer pour comprendre en fait la différence des comportements, ça va être la réaction des personnes. Ce n'est pas spécifiquement lié au trouble, c'est vraiment quelque chose de très humain, la réaction des personnes. Si par exemple, moi et vous, Dimitri, on est tous les deux autistes et on se développe avec les mêmes troubles, des difficultés dans les interactions, la communication. On va garder notre personnalité et on va réagir différemment à toutes ces choses-là, en fait. Si par exemple, naturellement, vous avez davantage peur de la réaction des gens, vous allez réagir par rapport à ça et vous allez être anxieux par rapport à ça. Si moi, j'ai pas peur de ça, en fait, je vais chercher à communiquer malgré mes difficultés. Et c'est ce qui fait qu'on peut avoir, par exemple, un autiste qui peut être beaucoup plus verbal qu'un autre. En fait, les réactions et les comportements, ça varie vraiment par rapport complètement à la personnalité de la personne. Ça n'a strictement rien à voir avec l'autisme. C'est juste des êtres humains qui, face aux difficultés, en fait, cherchent à y faire face, tout simplement. Et ça, c'est très difficile à expliquer parce que ça fait complètement partie de la personne, de chaque personne, et c'est impossible à généraliser la réponse.
Euh, euh, Maintenant, au sujet sur le diagnostic des troubles du spectre autistique, hein. Quand Mhm. l'autisme est-il diagnostiqué dans la plupart des cas et à quoi les parents doivent-ils être attentifs? Très bonne question. Alors, ça dépend complètement des pays et de comment est pris en charge les enfants. Il peut y avoir des diagnostics très tôt, qui peut être à partir de 2 ou 3 ans, effectivement, ça peut être possible. Pour ce qui est de la Grèce, je ne sais pas. Je sais qu'en France, nous avons des centres spécialisés, en fait, qu'on appelle les CRA, les centres de ressources autisme. Ce sont des cliniques spécialisées pour l'autisme. Et on peut, en fait, tout simplement déposer un dossier et chercher à se faire diagnostiquer tout simplement là-bas, peu importe l'âge. Après, ce qu'il y a, c'est que c'est difficile à savoir quand est-ce qu'on cherche à se faire diagnostiquer. Ça dépend de soi, ça dépend des parents, ça dépend en fait des premiers signes qui nous permettent de le comprendre ou de le voir. On peut effectivement, comme je l'ai dit, avoir des enfants qui sont diagnostiqués très tôt, à partir de 2 ou 3 ans, mais on peut avoir des personnes qui n'ont jamais de diagnostic. Comme on peut avoir des personnes qui se posent seulement les questions à partir de 30 ou 40 ans. J'ai des patients qui, par exemple, viennent chez moi à 40 ans, qui n'ont pas eu encore de diagnostic, mais qui se posent des questions et cherchent à se faire diagnostiquer. Et après diagnostic, on a effectivement une réponse officielle. Oui, monsieur, il s'agit bien d'autisme. Après, ce qui est difficile, c'est pour répondre correctement à la question, c'est que faire après un diagnostic quand on a 2 ans, par exemple. Ça va surtout dépendre des parents. Et pour répondre à la question aux parents, il n'y a pas la nécessité en fait déjà d'être anxieux. Parce qu'il n'y a vraiment pas la nécessité d'être anxieux par rapport à l'autisme. En fait, il faut juste chercher à comprendre à cette heure-ci quels sont les besoins de l'enfant. Si par exemple l'enfant en question a des difficultés dans la communication, je ne sais pas si en Grèce vous avez des spécialistes pour le développement de la communication. Mais je vous invite tout simplement à prendre des rendez-vous auprès d'un docteur ou auprès d'un généraliste ou d'un pédiatre pour savoir en fait vers qui vous pouvez être orienté par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez des orthophonistes, mais je suppose que si, forcément, normalement, vous avez en tout cas des personnes qui sont spécialisées là-dedans. Et généralement, on vous oriente tout simplement vers ces personnes-là en France, en tout cas. Après, si l'enfant en question n'a pas du tout besoin en fait d'apprendre à parler, parce qu'au contraire, il est déjà très communicatif, c'est possible. Il faut voir en fait selon ce qu'il a besoin. S'il a besoin de rien, si par exemple il est seulement au niveau 1, qu'il n'a pas besoin d'aide spécifique, eh bien en fait, il suffit juste d'avoir une éducation comme avec n'importe quel enfant. Totalement. Il n'y a pas besoin d'aide. Si par contre il y a besoin d'un peu plus d'aide et qu'il y a besoin effectivement de quelque chose qui est de l'ordre du niveau 2 ou du niveau 3, en France, ce qu'on fait, c'est par le biais du CRA, c'est-à-dire du Centre de ressources autisme, on fait une demande de dépôt de dossier pour bénéficier des aides derrière. Ça peut être des aides financières par le biais de l'État ou ça peut être effectivement des aides pour l'école ou pour la vie de tous les jours. On peut avoir, par exemple, ce qu'on appelle une personne ressource pour une personne adulte autiste qui a des très gros déficits. Mais si jamais vous êtes un adulte qui est déjà sous la responsabilité d'un travail, d'une vie de famille, il n'y a pas besoin non plus de quoi que ce soit en fait. Vous avez surtout probablement uniquement besoin de réponses par rapport à des questions que vous vous posez personnellement, mais vous ne nécessitez pas nécessairement d'aide directe, plus à mon avis d'aide psychologique. Et dans ces cas-là, je vous conseille en fait de prendre un rendez-vous avec un psychologue ou un psychothérapeute. Euh, Très bien. Vous avez interviewé plusieurs personnes sur l'autisme. Est-ce que vous voulez dire quelque chose d'autre en ce qui concerne leurs difficultés ou généralement euh, ce que vous, oui, ce que vous Oui, ce que voulez. je pourrais rajouter, c'est déjà de un, c'est le parcours quand on lit le document que j'ai écrit. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de mettre en avant
deux femmes et un homme. Pourquoi deux femmes? Parce que dans les médias, on a tendance à beaucoup parler plus des hommes, Hmm. et j'ai décidé de mettre en avant deux femmes. Pas qu'il y ait une différence en fait, mais justement pour montrer que bah, les femmes aussi avec autisme existent, tout simplement, et que la vie de ces personnes, c'est exactement la même vie que les hommes, c'est-à-dire qu'on a vraiment des scénarios et des chemins de vie qui sont totalement différents. On peut avoir dans le document, par exemple, Hélène, qui est quelqu'un qui est très anxieuse socialement, mais qui a le courage quand même de voyager. Et c'est quelqu'un qui fait des voyages, et c'est quelqu'un qui fait des choses toute seule. C'est quelqu'un qui est adulte aujourd'hui, qui est professeur, et qui s'en sort très 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 bien dans la vie. On a aussi le cas de Marie, qui est une jeune fille, je ne sais plus exactement quel âge elle a dans le document, mais cette jeune fille, par exemple, parle beaucoup du début de ses difficultés quand elle était au collège. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui fait des études de psychologie aussi. À cette heure-ci, quand on lit par exemple les deux vies de ces deux femmes, on se rend compte que bah, elles n'ont rien à voir en commun. On peut en fait voir absolument quelques difficultés similaires par rapport aux difficultés dans les interactions et dans la communication, mais et surtout sur la sensibilité aussi sensorielle. Mais on se rend compte en fait que c'est deux parcours totalement différents et qu'en fin de compte, il y a absolument rien de similaire chez ces personnes et c'est ça qui est intéressant dans ces témoignages. Et le troisième témoignage, qui est celui d'un jeune homme, ce jeune homme-là, il est très intéressant parce que c'est quelqu'un qui est très perturbé par beaucoup de choses, mais c'est quelqu'un qui vraiment fait énormément d'efforts. Et j'ai énormément aimé rajouter ce jeune homme parce que c'est aussi un exemple que bah, la vie des autistes parfois est très atypique. Très atypique parce que on a vraiment des parcours qui ne ressemblent à aucun parcours. Parce que par exemple, il a été refusé dans une école juste parce qu'il est autiste et que bah, lui, il a décidé de se battre et d'apprendre tout seul et qu'il a décidé de faire des études tout seul et qu'aujourd'hui, bah, il travaille dans le métier qu'il veut en étant autonome, totalement autodidacte. C'est des personnalités qui sont très fortes et c'est ça que j'aime beaucoup chez ces jeunes. C'est peut-être le point commun qu'on retrouve chez tous les autistes. Je ne sais pas si c'est quelque chose de scientifique, mais en tout cas, chez beaucoup de personnes avec autisme, je retrouve cette qualité-là et c'est quelque chose que j'ai voulu mettre en avant en tout cas. Bon, et qu'est-ce que vous voulez dire aux professeurs qui travaillent avec les enfants autistes à l'école? Ah, d'être les professeurs en France sont très pédagogues et mais par contre manquent de je pense qu'ils auront besoin ils ont la nécessité d'avoir des cours de psychologie, je pense. Et Hmm. j'aimerais beaucoup un jour que les professeurs aient des cours de psychologie parce que même si la pédagogie des professeurs en France est très bien, on a des professeurs qui sont très capables de s'adapter avec des personnes qui ont un handicap et des personnes qui n'ont pas de handicap. Mais je remarque très souvent comment dire, chez les professeurs un manque de patience quand même. Hmm. Et ce manque de patience est très souvent lié au fait que bah, un enfant n'apprend pas de la même manière qu'un autre enfant. Et ça, à la pédagogie, on peut pas l'apprendre en fait. Par contre, à la psychologie, je sais que si jamais moi, quand j'ai des discussions avec des professeurs par rapport à oui, mais l'autisme en fait, il apprend souvent de manière plus imagée. Si tu lui racontes avec des mots, il comprendra pas. Si par contre tu lui fais un dessin, il va tout de suite le comprendre. C'est pour ça que j'essaye de temps en temps à faire des petits cours ou des petits conseils en fait pour les professeurs de dire parfois n'hésitez pas à marquer en fait sur le tableau parce que même si vous écrivez la même phrase que vous disiez à voix haute, eh bien parfois en fait l'autiste va préférer lire ce qu'il y a au tableau plutôt que d'écouter. C'est des détails, mais c'est ce qui permet en fait de faire une grande différence dans l'apprentissage. Et ça là-dessus, bah, j'aimerais bien un jour qu'il y ait un jour, je sais pas, une conférence, quelque chose pour les professeurs là-dessus. Des choses que j'aimerais. Pour les professeurs français, en tout cas.
Euh, bon, très bien. Donc, Sonia, would you like to add anything? Yes, I would like to see again the Greek book or something that you have written because Hmm. I didn't have the opportunity to read the title. Oh, yeah. Yeah. Το πλούσιο χειρό. The Belushi Uh, Hero. yes. Could you tell something about this Yes. Alors, for us? Lipon. This title, it's a reference of a storybook in the past. I don't remember exactly the name of the books, but it's the reverse Mhm. of the name. And in the past, this psychologue or psychiatre, I don't remember, Bruno Bettelheim, maybe you know this name. Okay. This man wants to help a lot of child, but he make a really, really big mistake with a child because in the past he uh, he confond the work of Freud with the mother and what is the reality of brain child of with autism. Signomy is really difficult for me to speak English. And today I make this little book. It's really simply book, just Peninda Saliza, really simply book. But I want just to make the reverse on this reference, like, no, my book, it's a reference of the past, but it's not the same. Okay. And are you going to publish that book? This book is published, yes, in you public like a book or just like a PDF Like a book, online. like a book, just like a book. Yeah. Are you planning to publish? Maybe. To be honest with you, no, because in France, to edit a book, it's with money. Mhm. On the thing of me, I am allergic. And, it's a lot of pollen today for me. On the in I don't want to sell this work because the whiteness it's by my patient Mhm. and it's a really kind of my patient to give me that, and I don't want to destroy this confidence. I really don't want to destroy that Mhm. because I write a lot of documents. It's not only of autismos, it's on trauma too, personality disorder, depression, anorexia, and the last one, schizophrenia. And for me, to be honest, in my life, everything is good. I don't need money so much. So I think it's not necessary to make a book and sell that because for me, the most important thing is confidence. That's my opinion, and this is why it's not online. It's only on my personal media on my website, Okay. free, free. So this is available if somebody wants to share that. Okay. Thank Yes, you. just on my website, thomasvilla.fr. And it's actually it's in French, on Greek too. In the future, maybe in English, Physica. But actually, I just write in French and translate in Greek because my wife is Greek. And Iphigenia de Risotti say greetings, Dimitri. But actually, it's like that. And in the future, yes, I translate everything in English. Perfect. Okay. Thank you so much for sharing. Thanks. You've done great. And Yeah, please. Signomi, No, please, go ahead. congratulations, you say? No, go on. You'd like to say something. Ah, no, I don't. I just don't hear. You've done a great job. Thank you so much. Donc, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Nous aimerions organiser des rencontres mensuelles sur le thème de votre domaine scientifique à partir de septembre en réseau des vacances d'été. Canada problema. Donc, nous, nous vous souhaitons un bel été. Je vous souhaite également un bel été. I don't know to say good summer in Greek, but for you and Sonia too, I wish you a good summer. Good summer. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Καλό keri. Signomi? Καλό keri? Καλοκαίρι. Καλό. Keri. Yes. Καλό keri. Okay. Multilingual session today. Yes, it's a little difficult, but it's possible to understand each other. Ευχαριστώ πολύ, για όλα και τα λέμε in September. Βεβαίως, φυσικά. Φυσικά. Bien sûr. Take care of yourself. Bye. Thank you so much, Thomas. Bye bye. Thank Thank you very much. Bye.